présentiez un petit peu la distinction justement entre un salarié et un fonctionnaire. Ce qui lie un employeur à un salarié, c'est un contrat de travail. Donc il y a des obligations réciproques les uns vis-à-vis des autres. On reste dans un rapport qui est privé et un contrat de droit civil, faut dire entre guillemets classique. Alors que pour l'administration, on n'est absolument pas dans ce lien d'égalité, puisqu'il y a une suggestion, c'est un agent qui vient travailler pour l'État. Lorsque l'on invoque les dispositions du Code du travail sur le harcèlement, donc ce sont des agissements répétés vis-à-vis de la personne qui ont pour effet ou pour cause ou pour effet donc une dégradation de sa santé mentale ou de en tout cas de sa carrière professionnelle. C'est très souvent du cas par cas. Alors vous avez tous les phénomènes de placardisation, évidemment, là aussi ça existe, petit à petit de façon insidieuse, d'empêcher d'accéder à un certain nombre d'éléments de la fiche de poste, c'est-à-dire qu'on lui enlève un certain nombre de tâches et on ne sait même pas pourquoi, alors qu'elle faisait partie de cette fiche de poste au départ. Vous avez aussi la possibilité de la surcharge de travail, simplement, pour aussi la faire souffrir également. Vous avez toutes sortes de situations. Vous avez après aussi les rapports, simplement le rapport avec une inimitié qui peut s'installer et devenir très insidieuse en raison, la plupart du temps, du lien de subordination qui peut exister. S'il y a plus de suicides proportionnellement dans la fonction publique et plus de harcèlement dans la fonction publique, c'est parce que, au fond, dans le secteur privé, quand ça devient infernal, on part et on fait requalifier, on essaie de faire requalifier, on part ou bien on se fait virer, enfin bon, et donc on peut aller au prud'homme. Dans les administrations publiques, dans le secteur public, c'est beaucoup plus insidieux. Dans la fonction publique, il faut en parler à votre supérieur hiérarchique, mais si votre supérieur hiérarchique c'est celui qui vous harcèle, ou qu'il est complice avec celui qui vous harcèle, comment vous faites? C'est très très compliqué. Et si vous passez au-dessus, vous avez des ennuis parce que vous n'avez pas été dans le système. Quand des gens viennent me voir, il y a ceux qui viennent avec une certaine arrogance et une quérulence, et qui me disent « je suis harcelée, aidez-moi, il faut que je tienne et que je démontre et que je fasse, que je casse cette personne, c'est inadmissible, etc. » Il est rare que ce soit du harcèlement. Les personnes qui ont été réellement harcelées viennent de façon très dans le doute, dans la culpabilité, sont complètement effacées, ont du mal à s'exprimer. Apparaissent très vite des troubles psychosomatiques et des troubles psychosomatiques qui peuvent être extrêmement importants. À la différence du burn-out, où on a une pression progressive des personnes très investies dans leur travail, les personnes qui sont harcelées, très souvent, ne le voient pas. La problématique du harcèlement, c'est que ce sont des problématiques dont on ne peut pas parler vraiment. Et parce qu'on n'en parle pas, ce déni dans lequel on est, on ne l'exprime pas, on ne veut pas le voir. Soit parce que les autres vous empêchent de le voir, soit parce que vous-même, vous pensez être tellement bien que vous n'allez pas le voir. Eh bien, ce qui est occulté comme ça, c'est le corps qui parle. Et il parle d'autant plus que la souffrance est trop importante. En mars 2007, je prends mes fonctions, je suis censée faire un projet de service pour en fait rebooster l'administration. À m'embaucher dans ce service, il faut bien me faire quelque chose. Donc on me dit, tu vas relancer le dossier Chine. Et en fait, je me rends compte que je suis agence de voyage, donc j'organise de très beaux voyages, franchement là c'est top et tout. Je les organise tellement bien qu'on me confie ensuite le dossier Vietnam. Et là, donc je deviens un petit peu chargée de mission Asie. Alors que bon, moi mon truc à la base c'est l'évaluation des politiques publiques et des finances publiques. Donc agence de voyage ou même chargée de mission internationale, c'est pas du tout mon truc. Je n'ai aucune compétence, mais je fais très bien l'illusion. Et en fait, c'est en dénonçant vraiment ce dysfonctionnement, en mettant l'agence française de développement sur le coup, en allant voir le directeur des finances et en disant bon, les frais de déplacement à 10 000 €, vous ne les remboursez plus, que ça a été le début de la fin. Déjà, j'avais pas été accueillie à bras ouverts, parce que jeune,
administratrice territoriale. Bon, donc ça n'avait pas été, c'était pas très bien passé, mais là, ça a vraiment été le début de la fin, donc on est en 2008. Ce que vous avez décrit, c'est complètement le dysfonctionnement d'une collectivité territoriale. Au tout début, vous décrivez la formation en fait, enfin la sélection et notamment le grand oral, le grand taux. Vous travaillez dans une collectivité qui vous accorde des subventions et des travaux de recherche. Que faites-vous pour vérifier que vos crédits sont utilisés à bon escient? Question pratique. Et j'aime beaucoup la petite phrase introductive. Je décide de frapper un grand coup et d'accumuler les mots magiques dont les jurys de concours sont si friands. Je pense qu'il faut établir un groupe de travail, intégrant un comité d'experts et se réunissant à date fixe pour des évaluations ponctuelles. Il faut d'abord définir une grille d'indicateurs visant à mesurer les objectifs qui auront été posés par l'organisme de recherche et approuvés par le groupe de travail. Il faut bâtir des tableaux de bord simples et efficaces pour monitorer l'avancée des travaux de recherche. Je crois en la culture de résultats et non de moyens. Et c'est vrai que donc tous ces termes que vous avez d'ailleurs mis en italique, voilà, c'est tellement typique de l'organisation d'une collectivité, ce qu'on appelle aussi la réunionite, toutes ces réunions qui ne servent à rien, où on ne fait rien. Et finalement, alors c'est un côté presque, j'allais dire, affectif. On a l'impression que ces gens aiment vivre ensemble comme ça, et qu'ils ne connaissent que ça. Voilà. Et en même temps, il y a des problèmes, j'allais dire, après, au niveau du travail. Il y a deux types de contractuels. Les catégories C, donc ça s'appelle de l'emploi précaire, de l'exploitation, et on n'en a rien à faire de leur bien-être, enfin, voilà. Et les catégories A, c'est-à-dire là, c'est le cas des encartés, des amis des élus, des voisins des élus. Bref, le népotisme et le clientélisme à l'état pur, où en gros la personne se pose à un grade de directeur et est surpayée, parce que comme ils n'ont pas les compétences intellectuelles, ils n'ont pas les compétences juridiques, ils renforcent ça avec un management soit ils s'en fichent, et donc là il y a tous les petits cheffaillons qui sont dessous qui vont essayer de prendre le pouvoir, puisque quand la nature n'aime pas le vide, soit justement où ils vont être très autoritaires, où ils vont vraiment faire du harcèlement, quoi. Par exemple, c'est-à-dire qu'ils vont choisir une ou deux personnes et ils vont les casser. Aujourd'hui, ce qu'on peut constater, le constat de l'association et le constat des praticiens du droit, c'est qu'il y a un véritable harcèlement moral au sein de l'armée, qui peut être même, alors pour le coup, là, institutionnalisé, parce que c'est carrément des pratiques généralisées et avec un système qui, poussé à l'extrême, à mon avis, peut créer du harcèlement moral. Outre la parole, qui effectivement n'est pas ouverte et n'est pas encore assez libérée, c'est qu'on n'a pas de texte. Le militaire, voilà, la grande muette, pour eux, ça n'existe pas. C'est presque un mensonge d'État. Il n'y a pas de définition, mais même pas juste une petite phrase comme l'article de la loi de 83, il y a plusieurs articles, mais qui dit en gros, voilà ce que c'est que le harcèlement moral, voilà ce que c'est que le harcèlement sexuel. Au moins, sachez quel est le comportement que l'on doit sanctionner. Et le ministère, à grand renfort, nous explique qu'en gros, ce corpus législatif et réglementaire du Code de la défense prévoit quand même des dispositions qui sont quasi équivalentes. Non mais c'est là où moi je considère que c'est un vrai mensonge et on essaye de se battre au quotidien pour essayer de faire changer les choses. C'est que toutes les choses qu'on nous dit, c'est vrai, effectivement, il y a des dispositions qui expliquent qu'un chef doit traiter avec dignité son subordonné, et vice-versa, mais quelle est la sanction? J'ai un dossier où on a 6 ou 7 attestations de militaires qui expliquent, oui, j'étais là, il y a eu une réunion de service, cette réunion de service, elle avait pour but d'exclure l'autre, et de faire tout pour l'exclure, de telle et telle façon. Là, je ne peux pas en dire beaucoup plus, mais c'est sur des faits très précis, très circonstanciés. Et là, on a cette jurisprudence du tribunal correctionnel de Marseille qui constate un harcèlement moral. On nous dit ces conditions de travail relatées par des hommes pourtant, voilà, c'est ça qu'on nous dit pour les militaires, pourtant endurcis par des années de service dans la marine. Ont bien constitué par l'attitude de X l'effet de harcèlement moral à l'encontre de ceux qui étaient en contact direct quotidien avec lui et de façon subalterne, devant subir des exigences injustifiées avec en retour des appréciations désobligeantes. Et en gros, on nous explique qu'il se considérant, le juge retient que le commandant en question se considérait comme le roi sur son bateau, c'est le juge qui écrit ça, utilisant son motel et les cuisiniers sur leur temps de repos. Le harcèlement s'entend de la répétition dans des exigences inconsidérées, de reproches incessants générant le sentiment d'angoisse d'avoir à les endurer, d'autant plus prégnant que ceux qui les subissent sont confinés sur un bateau à la structure particulière qui ne laisse que peu d'espace pour chacun.
voit des cas arriver de plus en plus graves. Et il y a de plus en plus de personnes qui arrêtent de travailler avant que ça devienne dramatique. La société narcissique dans laquelle on est fait que, au fond, il faut se mettre en avant, il faut être mégalo, il faut mentir, tricher, magouiller, c'est parce que ça veut dire que vous êtes malin. Il faut pas avoir trop de scrupules. Parce que sinon vous survivez pas dans le monde du travail. C'est seulement quand on est assez habile pour pouvoir construire un système sans y introduire l'éthique que tout marche bien, que l'on possède un système où l'on a tout le reste et où l'on a omis la seule chose nécessaire. Donc se pose effectivement la question de l'éthique dans le management. Éthique, la déontologie, qui est un débat que vous soulevez effectivement dans votre ouvrage, c'est-à-dire la modification finalement des comportements humains, réintroduire un petit peu l'humain dans les relations de travail pour éviter ce type de comportement déviant. Merci encore pour le travail que vous faites. C'est vrai que nous, on collabore souvent un petit peu chacune dans nos domaines de compétences, mais avec la même passion et la même conviction. Et merci à vous encore de toutes ces publications qui nous aident et que personnellement je cite parfois au tribunal sur des qualifications. Merci beaucoup. Je trouve que c'est très stimulant. Et c'est une très bonne idée. Ces lieux comme ça de rencontre, il faut continuer.